Au pays du soleil levant, comme ailleurs, le spectacle d'une locomotive à vapeur est toujours impressionnant. Cet imposant modèle japonais ne tire que quelques wagons, mais les passagers n'en débordent pas moins d'enthousiasme. Nous sommes sur l'île d'Honshu, la plus grande de l'archipel japonais. Kyoto, l'ancienne capitale impériale, abrite le musée Umekochi, le plus grand musée de locomotives à vapeur du pays, à 2 pas de la gare. Celle-ci, construite en 1914 par la compagnie des chemins de fer japonais sur la ligne principale de Tokaido, dispose toujours de sa rotonde et de sa plaque tournante d'origine. C'est le centre historique du chemin de fer japonais. Au Japon, il y a beaucoup de musées sur le thème des moyens de transport. Mais il n'y a qu'ici où l'on peut trouver autant de locomotives à vapeur. Et elles sont toutes en état de marche. Les locomotives les plus anciennes datent de 1918, les plus récentes de 1948. Toutes ont été produites dans des usines nippones. Au Japon, l'ère de la vapeur s'est prolongée jusqu'au début des années 70. Dès cette époque, on envisage de conserver les machines anciennes et d'en faire des pièces de musée. Et c'est en 1972, pour le centenaire du chemin de fer japonais, que le dépôt d'Umekochi acquiert sa fonction actuelle. Il compte 18 locomotives pour trains de passagers et de marchandises, dont 7 toujours en état de marche. Elles circulent dans tout le pays, en service régulier ou avec des trains spéciaux. Les Japonais, petits et grands, se passionnent pour l'histoire du chemin de fer. L'ancienne gare de Nijo, construite en 1904, a été démontée en 1996 et reconstruite à Umegochi pour abriter une partie du musée. La jeune génération est ravie. L'exposition permanente est tout particulièrement conçue pour les enfants et leur permet de toucher du doigt l'histoire du chemin de fer. Les débuts de l'âge de la vapeur nous ramènent au temps de la dynastie Meiji. Le Japon, alors très replié sur lui-même, commence à s'ouvrir sur l'Occident. À cette époque, toutes les locomotives sont importées d'Europe et d'Amérique. Mais avec l'industrialisation progressive, la production nationale se développe. Dès 1914, on voit apparaître des locomotives de marque Kisha, Kawasaki, Hitachi ou Tateyama. Les ornements en laiton, exposés dans cette vitrine, décoraient autrefois le train impérial. La locomotive du Tenno, l'empereur, arborait toujours fièrement ses drapeaux. Malheureusement, ce modèle C59, construit par Hitachi, n'existe plus qu'en photo. Lors de leur visite, les enfants sont invités à immortaliser leur rencontre avec ces vieilles dames d'acier. C'est un univers bien dépaysant pour ces jeunes,
habitués aux consoles de jeux, aux lecteurs MP3 et aux trains à grande vitesse. Cette bruyante locomotive D51-200 à 4 essieux couplés date de 1938. Toujours en service, elle appartient à la compagnie Japan Rail West. Les véhicules historiques en état de marche sont entretenus sur ce site, qui sert à la fois de dépôt et de musée. Il se trouve à l'intersection de la ligne pour Sagano et de la ligne principale reliant Osaka à Tokyo, à 2 pas du tracé du Shinkansen, le TGV japonais. À seulement 15 minutes en train de Kyoto, la région d'Arashiyama est un petit paradis boisé, propice à la détente. Les citadins viennent y oublier le stress de la ville, le temps d'une promenade au fil de l'eau, sur la rivière Ozu. Le pont de bois Togetsukyo est l'une des curiosités de la région. Son nom signifie « pont qui enjambe la lune ». L'ouvrage date du XIIIe siècle. On peut d'ailleurs le traverser en pousse-pousse traditionnel. Le chemin de fer électrique de Keifuku est une ligne de tramway qui relie la gare d'Arashiyama au centre-ville de Kyoto. À première vue, l'endroit n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, à y regarder de plus près, le chef de gare se livre à de curieuses activités. Pour élucider ce mystère, retournons à l'extérieur. Le quai de la station comporte un hashiyu, un bain de pied, alimenté par une source chaude passant entre les rails. Pour quelques yens, les voyageurs peuvent louer une serviette pour s'essuyer les pieds avant d'embarquer. Nous quittons Arashiyama pour gagner le centre de Kyoto. Au Japon, les voies de chemin de fer sont plus étroites que dans la plupart des pays du monde, sauf sur quelques tronçons secondaires et sur le réseau du Shinkansen. Arrêt dans l'une des nombreuses stations de banlieue. Ici, les billets sont contrôlés une seconde fois à la descente du train et détruits immédiatement. La rame ne désemplit pas. Nous renouons avec un paysage urbain. Après une multitude d'arrêts, le tramway nous dépose dans un parc au nord-ouest de la ville. Ici, des fidèles multiplient les prières et les dons, dans l'espoir que leur vie terrestre s'en trouve adoucie.
La plupart viennent ici pour visiter le Kinkakuji, un temple emblématique de Kyoto. Nous sommes devant le Kinkakuji, dont le véritable nom est le Rokuonji. C'est le célèbre pavillon d'or. À l'origine, il s'agit d'une simple demeure que s'était fait construire le shogun. C'est seulement après sa mort que l'édifice est devenu un temple, le temple du pavillon d'or. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle ainsi. Les étages supérieurs de ce temple, qui mêlent 3 types d'architecture différents, sont dorés à la feuille d'or. C'est l'un des lieux les plus visités au Japon. Il se trouve au cœur d'un paysage d'étangs soigneusement agencés, qui date, comme le temple, du XIVe siècle. Les eaux regorgent de carpes koi. Dans ce tumulte, il n'est pas évident de trouver la sérénité bouddhiste. Nous quittons Kyoto à bord du Shinkansen et mettons le cap sur l'est. La ville portuaire de Nagoya, berceau du constructeur Toyota, se trouve au cœur de l'île de Honshu. De là, nous empruntons un train de la compagnie privée Meiteitsu pour nous rendre à Inuyama, avant de gagner en bus le musée en plein air de Meiji-Mura. Situé au bord du lac Iruka, le site présente des bâtiments qui datent pour la plupart de l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, ère qui marqua les débuts du chemin de fer nippon et jeta les bases du Japon moderne. À l'époque, cette locomotive était utilisée sur la ligne Shimbashi-Yokohama. Aujourd'hui, elle est toujours en activité, mais seulement ici, à Meiji-Mura. Elle date de 1874. C'est un modèle anglais. Les wagons à peine décrochés, la locomotive est placée sur une plaque tournante, manœuvrée à la main, afin d'être prête pour le prochain départ. Le tronçon ne fait que 800 mètres de long. Le train effectue donc l'aller-retour plusieurs fois par jour. Si la plaque tournante, les signaux et le guichet sont d'origine, le nom de la gare est une pure invention. Le train est habituellement tracté par une locomotive à vapeur numéro 12, importée d'Angleterre, qui emprunta en son temps la première ligne ferroviaire du Japon. Malheureusement, elle est actuellement en réparation. Celle qui la remplace est une numéro 9, construite en 1912 dans les ateliers de la société américaine Baldwin à Philadelphie, puis mise en service au Japon sur la ligne privée Fuji-Minobu. Nous ne sommes plus très loin de Nagoya. Le train longe le musée de plein air et offre une vue imprenable sur son assemblage de bâtiments hétéroclites. Le porte-parole de Meiji-Mura nous explique la genèse du projet. Pendant les ères Meiji et Taisho, soit de la fin du 19e siècle au milieu des années 20, enfin surtout pendant l'ère Meiji, le Japon faisait venir toutes sortes de choses d'Europe et des États-Unis.
Mais à partir des années 60, on est entré dans une période de développement technologique intense et de recherche de confort. Tout ce qui avait été fabriqué jusqu'alors a petit à petit été mis à la casse. Certains bâtiments menacés ont été démontés, puis reconstruits ici, notamment des églises, des maisons d'habitation, des boutiques et des théâtres. Toutes les tendances architecturales qui ont marqué le Japon depuis 1870 sont représentées, des plus traditionnelles aux plus modernes. Voici l'une des pièces les plus célèbres. L'ancienne entrée est le hall de l'Imperial Hotel de Tokyo, conçu par le grand architecte américain Frank Lloyd Wright à la fin du 19e siècle. Lors de la rénovation de l'établissement, les éléments obsolètes ont été transférés à Meiji-Mura, où ils forment un complexe imposant. Au-delà de la soixantaine d'édifices présentés, le musée retrace aussi le chemin du Japon vers la modernité, à travers l'histoire des techniques. Il présente ainsi cette locomotive numéro 1, importée des États-Unis. Elle provient des ateliers de la Brooks Locomotive Works de Dunkirk, près de New York, et date de 1897. On ignore dans quelle partie du Japon elle a été en service. Mais sa chaudière est visiblement froide depuis de nombreuses années. Les wagons sont entreposés dans ce hangar. Les décors en laiton des trains impériaux rappellent ceux que nous avons vus à Kyoto. Dans un autre hangar, voici des survivants des débuts de l'ère industrielle, soigneusement conservés et en parfait état de marche. 2 machines à vapeur et un peu plus loin, un gigantesque marteau-pilon à vapeur lui aussi, autrefois utilisé dans la métallurgie. Autre pièce de la collection, un long métier à tisser industriel provenant de la Sächsische Maschinenfabrik de Chemnitz, en Allemagne. L'entreprise, connue pour la solidité de ses machines, a contribué à l'essor industriel du Japon. Le site de Meiji-Mura a été équipé de poteaux électriques et de rails. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent se rendre d'attraction en attraction à bord de ce train datant de 1910, autrefois en service à Kyoto. Pour éviter la rouille, la vieille locomotive circule régulièrement sur le tronçon pour le plaisir des visiteurs du musée, mais aussi pour assurer un service de navette tout à fait officiel. Terminus, 10 minutes d'arrêt. En attendant de nouveaux passagers, le machiniste fait pivoter le pantographe, le système permettant de capter le courant, afin que le tramway puisse repartir en sens inverse. Meiji-Mura a été ouvert en 1965 par la société de chemin de fer privée Nagoya Tetsudo. Le musée accueille chaque année quelques 400 000 visiteurs, principalement des Japonais intéressés par l'histoire de leur pays. La nuit est tombée sur Kyoto. Nous sommes dans le quartier de Gion.
célèbre pour ses divertissements traditionnels, ses élégantes maisons de thé, ses restaurants et ses geishas. La culture des geishas, emblématique du Japon, restera à jamais un mystère pour les Occidentaux. Les geishas pratiquent un art avant tout esthétique, qui n'a rien à voir avec le commerce du corps. De par leur formation, elles sont spécialisées dans le divertissement culturel haut de gamme et sont les gardiennes d'un art et d'un savoir-vivre ancestraux. Autrefois, elles avaient peur de se montrer. Désormais, elles doivent lutter pour ne pas disparaître. Vêtements, coiffure, maquillage, les services d'une geisha coûtent cher et sont réservés à une certaine élite. Le gouvernement a créé une fondation pour promouvoir ce métier traditionnel et assurer la pérennité de cet art vivant. Dès qu'elles apparaissent, tous les regards se tournent vers elles. Le monde des fleurs et des saules, surnom de l'univers des geishas, a toujours fasciné les Japonais. Apparus au XVIIe siècle, les geishas ont une longue histoire. Espérons que leur art se perpétuera. Nous quittons la vie nocturne de Kyoto pour atteindre aux premières lueurs du matin la région de Yamaguchi, située dans l'extrême ouest du Japon. La gare de Shin-Yamaguchi est un important nœud ferroviaire de l'ouest du Japon. Les TGV de la ligne Sanyo Shinkansen y font halte, de même que les trains de la ligne principale de Sanyo. C'est aussi l'emplacement du dépôt de locomotives des lignes Ube et Yamaguchi. Dans l'un des hangars, nous découvrons un petit bijou ferroviaire, prêt à être remis en circulation après une dernière inspection. Là, je vérifie que les boulons ne soient pas desserrés. La vapeur entre ici à partir du cylindre et sa force motrice est transmise par là, via la bielle, jusqu'à la deuxième roue. Ses admirateurs surnomment cette vieille dame Lady. Ça, c'est pour l'huile. J'inspecte le niveau d'huile au niveau de la glissière, de la crosse et de l'axe. Tout est en ordre. La pression de la vapeur est maintenant suffisante. Le départ ne saurait tarder. Cette locomotive C57-1 à tenders séparés appartient à la société Japan Rail West. Elle fait partie de la collection historique habituellement exposée au musée des locomotives à vapeur Umekoji de Kyoto. Comme beaucoup de ses compatriotes, ce conducteur de train est passionné par les vieilles locomotives à vapeur. Ça vibre quand on roule. Lorsqu'il a appris que la Lady allait reprendre du service, il a demandé à être affecté sur la ligne Yamaguchi. C'était il y a près de 30 ans, et son travail lui plaît toujours autant. Cette C57 est très ancienne. Il faut l'aménager quand on la fait fonctionner si on veut la transmettre intacte aux prochaines générations. On garde toujours ça à l'esprit quand on la conduit. C'est le week-end et la locomotive attire les curieux.
Entre mars et novembre, elle circule les samedis et les dimanches. Pendant les vacances, elle est même en service quotidien. Le départ a lieu à 10h40. La plupart des passagers ont réservé l'aller et le retour. Les wagons arborent les initiales SL pour Steam Locomotive, locomotive à vapeur. Les voyageurs sont installés, enfin, plus ou moins. La locomotive est parée au départ. Nous sommes toujours dans l'ouest de l'île d'Honshu, à quelques 1000 km de Tokyo. Partis de Shin-Yamaguchi au sud, nous passons par Yamaguchi, puis traversons les montagnes jusqu'à Tsuwano. Un trajet de 63 km. Les trains régionaux poursuivent jusqu'à la côte nord, 30 km plus loin. Le premier tronçon de la ligne Yamaguchi a été inauguré en 1913. Les wagons de première et de deuxième classe sont aujourd'hui encore aménagés dans le style Belle Époque. Cette mélodie de boîte à musique accompagne les annonces diffusées aux passagers tout au long du trajet. Les sièges ont beau être confortables, pour ces jeunes touristes, ça ne fait aucun doute. La meilleure place, c'est juste derrière la locomotive. Évidemment, le summum serait de voyager à l'intérieur de la locomotive. Mais seule notre caméra a ce privilège. Le dernier wagon offre quant à lui la plus belle vue. Et de l'espace pour jouer. La plateforme arrière est aux mains de la jeune génération. Seul le grand-père est autorisé à les accompagner pour leur sécurité. La ligne Yamaguchi a été mise en service dans sa totalité en 1923. Jamais électrifiée, elle est restée à vapeur jusqu'en octobre 1973. Pendant quelques années, des rames automotrices diesel ont pris le relais, jusqu'à ce que le matériel à vapeur fasse son grand retour il y a près de 30 ans. Malgré ses 70 ans passés, le train atteint aujourd'hui encore sa vitesse maximum de 110 km/h, grâce à un entretien soigneux et à une révision générale effectuée en 2006. Lorsque la C57-1 est sur les rails, elle ne passe pas inaperçue. Le long de son tracé, certains sites attirent tout particulièrement les photographes. En cette belle journée d'octobre, ce club de photographie a organisé une sortie dans les environs. On essaie de se réunir à l'automne, quand les feuilles se colorent. Là, c'est encore un peu tôt, les feuilles n'ont pas encore pris leur belle couleur. D'habitude, on fait ça un peu plus tard dans l'année. Aujourd'hui, il y a ce train à vapeur qui passe. Qu'est-ce qui vous attire dans les vieux trains? Eh bien, par exemple, cette impression de puissance dégagée par ces locomotives à vapeur.
Mais ce train n'est pas la seule attraction aux alentours de Yamaguchi. Haute de 31 mètres, la pagode à 5 étages du temple de Rurikoji passe pour l'un des plus beaux monuments sacrés du Japon. C'est l'emblème de la préfecture de Yamaguchi, autrefois surnommée la Kyoto de l'Ouest. Le temple a été construit en 1442 par le frère du chef de guerre Uechi Yoshihiro, à la mémoire de celui-ci. Rurikoji est un site bouddhiste, comme en témoigne la statue grimaçante d'Ema-O, le dieu des enfers. Son miroir lui permet de voir les péchés des défunts. Ce grand chapelet s'appelle un mala. Il compte 108 perles en référence aux 108 livres sacrés de l'enseignement de Bouddha. Les fidèles doivent faire bouger les perles pour s'attirer le bonheur. Nous sommes à mi-parcours. Toujours pressé, le chef de train arpente les wagons bien remplis pour s'assurer que tout est en ordre. Un stand de vente ambulante propose de menus souvenirs aux passagers. Nouvelle halte. Au premier abord, ce terrain ne comprend que des arbres secs et clairsemés. Mais très vite, les couleurs et les senteurs s'accentuent. Nous sommes dans une pommeraie. Au Japon, les pommes sont considérées comme un mets de choix. Chaque fruit est manipulé avec soin et respect. Et plus elles sont sucrées, plus elles sont appréciées. Tadao Okazaki, arboriculteur, nous explique que la situation de sa pommeraie est idéale. Elle se trouve à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y fait chaud pendant la journée et très froid la nuit et au petit matin. Nous avons une vingtaine de variétés de pommes. À partir du 15 août, nous ouvrons la pommeraie aux clients pour qu'ils cueillent eux-mêmes leurs pommes. À cette époque de l'année, nous avons des tsugaru, des sansa, des mikilae. Ensuite, il y a les akibei, les shinano gold, les jona gold, les yoko et les gunma meigetsu. Et en tout dernier, c'est-à-dire maintenant, il y a les fuji. C'est avec elles qu'on termine la saison de la cueillette. Ici, on a l'habitude de décorer les pommes. L'exploitant nous explique comment. La pomme rougit sur toute la surface, sauf à l'endroit du cache. Et si je retire le cache, ça donne ça. Le caractère est imprimé sur la peau du fruit, comme ça. On les utilise comme décoration au Nouvel An. Pour obtenir ce résultat, on colle donc des caches sur les pommes. En forme d'étoile, par exemple, c'est très décoratif. On a aussi beaucoup de caches représentant de petits personnages. La pommeraie Okazaki a sa propre boutique qui commercialise la production maison sous toutes ses formes. Jus, fruits séchés, compote, gelée et bien sûr, pommes en gros et au détail. Le train à vapeur de Yamaguchi qui longe le verger figure en bonne place sur les emballages.
Ici aussi, les amateurs de trains à vapeur sont à l'affût. La respectable Lady C57-1 entre dans la ville de Tsuwano. Pour les connaisseurs, ce point d'observation en hauteur est le meilleur emplacement. Il permet de filmer la longue ligne droite qui passe devant la gare, nichée dans une vallée des montagnes Shimane. Toshihide Mikawa, le conducteur, amène la C57-1 à l'arrêt tout en douceur. Le voyage a duré à peine 2 heures. Pour aller plus loin vers la côte nord, il faudrait emprunter une rame automotrice à propulsion diesel électrique. Une rapide photo souvenir devant la locomotive. Celle-ci va ensuite être ravitaillée en eau et prendre la direction de la plaque tournante. Cet arrêt est l'occasion de découvrir la petite ville. La présence des carpes koi à Tsuwano remonte au XVIIe siècle. Leur élevage permettait alors de parer aux famines. Mais aujourd'hui, ces poissons aux couleurs chatoyantes n'ont plus rien à craindre. Bien nourries, elles mènent une vie très agréable dans les canaux étroits qui bordent le centre-ville historique. Tsuwano attire de nombreux touristes qui viennent admirer les anciennes demeures des samouraïs. Entre les frontons, une apparition insolite. Une église catholique construite à la mémoire des chrétiens persécutés au Japon. Le service de transport qui permet de découvrir la ville et ses alentours s'adapte à chacun de ses passagers et est on ne peut plus respectueux de l'environnement. Un grand portique, ou tori, nous invite à une nouvelle excursion. Bienvenue au sanctuaire Shinto, Taikodani Inari. Le shintoïsme est la religion la plus ancienne du Japon et elle est encore très présente dans le quotidien des habitants. Shinto signifie « la voix des dieux ». En prononçant une prière sincère, sous ces ornements placés à l'entrée du temple, les fidèles espèrent voir leurs vœux se réaliser. Ce sanctuaire a été bâti au XVIIIe siècle sous l'impulsion d'un puissant habitant de Tsuwano. Il s'inspire du célèbre sanctuaire de Fushimi Inari, que l'on peut admirer à Kyoto. Retour aux installations ferroviaires de Tsuwano. À présent que la locomotive est ravitaillée, les cheminots s'accordent une pause déjeuner. Toshihide Mikawa, le conducteur, et Yoji Kaneshige, le préposé à la chaudière, forment un tandem efficace, même si le second est encore en formation. Ils nous montrent justement comment ils s'entraînent à répartir régulièrement le charbon sur la grille de la locomotive, en utilisant une machine d'exercice. Pour qu'elle soit pleine, enfin disons à demi-pleine, il faut une bonne centaine de pelletés. Et après, on le remet là-bas et on recommence. Vous remettez tout à la pelle? Oui. Une fois que c'est rempli, on voit au premier coup d'œil si c'est bien fait ou pas. Normalement, comme la chaudière est allumée, on ne peut pas vérifier. C'est comme ça qu'on peaufine sa technique. La technique influe sur la pression dans la chaudière. Oui, c'est une question d'expérience et de savoir-faire. Si le préposé à la chaudière fait bien son travail, le mécanicien aura plus de facilité pour conduire la locomotive. Oui, ça permet une bonne diffusion de la vapeur, c'est plus sécurisant. Surtout sur la ligne Yamaguchi avec tous ces dénivelés. Exactement.
Et le jeune homme reprend son entraînement. La C-57-1 est acheminée vers son quai. Le trajet retour va pouvoir commencer. Le soir tombe. La vieille dame de Yamaguchi nous montre une dernière fois son élégant profil. Nous arrivons au terme d'un merveilleux voyage au cœur du Japon. Un pays fascinant aux traditions millénaires et aux innombrables trains à vapeur. Eh oui, demain nous serons sous le ciel helvète. Et dans les Alpes bernoises, accrochez-vous. Sensation garantie à bord du train du Lötschberg.